Bonjour à toutes et à tous. Donc on va débuter la visio 1 heure pour tout savoir. Je vous rappelle les sujets. On commencera avec la retraite progressive, puis la procédure de signalement des actes de violence et de harcèlement, et enfin le PCS dit crime. Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et on vous répondra à l'écrit ou à l'oral. Et Fanny, si tu es prête, tu peux commencer. Oui, normalement, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler donc, de la retraite CNRACL. Donc, je vais faire une petite intro. Alors, il y a un petit temps d'attente. Voilà. C'est un point d'actu rapide avant de parler de la retraite progressive, donc sur le projet de suspension de la réforme des retraites 2023. Vous en entendez parler maintenant depuis plusieurs semaines. Donc là, justement, cet après-midi, c'est la toute dernière étape. Ça devrait, en théorie, passer. C'est discuté à l'Assemblée nationale, voilà, qui va terminer le processus législatif. Donc, a priori, la loi serait promulguée après Noël. Ça va être un peu long parce qu'ensuite, pratiquement parlant, il va falloir s'organiser. Donc, le directeur de la CARSAT, qui est donc la CNAV, l'assurance, enfin le régime général, a expliqué il n'y a pas longtemps qu'il y a des simulateurs interrégimes voilà, qui vont être aboutis normalement en mars 2026. Donc, ils ont 3 mois pour s'organiser, donc y compris pour notre régime, la CNRACL. Et ensuite, une fois qu'on aura les simulateurs qui nous permettront d'être prêts, on pourra travailler sur les dossiers donc en avril 2026 pour une entrée en vigueur de la réforme, de la suspension de la réforme, pardon, au 1er septembre 2026. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, pour tous les départs jusqu'au 1er août 2026, il y aura rien, enfin, ça sera avec les règles en vigueur. Voilà. Donc, je vais mettre la diapo suivante. En fait, je vous ai mis 2 liens. De toute façon, le support, vous l'aurez comme tous les autres, que je vous inviterai, donc 2 liens à consulter qui sont mis à jour régulièrement. Donc, un lien de la CNRACL et l'autre de l'assurance retraite. Et nous, le centre de gestion, on va communiquer donc là-dessus. Là, ce n'était pas le but de ma participation cet après-midi. Mais on en parlera voilà, en visio ou newsletter, autre canal, quand on aura plus d'infos. Voilà, là, on est comme vous, en fait, on découvre tout dans l'actualité, dans les médias. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet sur la retraite progressive. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, concrètement, qu'est-ce que la retraite progressive? Donc, vous avez dû en entendre parler. Ça a été prévu par la réforme des retraites 2023. Donc, ça existe depuis un petit moment, mais c'était encore pas trop plébiscité parce qu'avant, il y avait des conditions plus restrictives. Maintenant, depuis le 1er septembre, en fait, les agents peuvent bénéficier de ce dispositif à partir de leurs 60 ans. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes concernées. Et c'est la diapo suivante. Justement, ça vous montre les étapes. Donc, septembre 2023, ça existe depuis là. À savoir pour les fonctionnaires, enfin les personnes qui nous écoutent, qui sont là depuis longtemps, la retraite progressive existait déjà jusqu'en 2011 sous un autre nom. C'était la cessation progressive d'activité. Ça a disparu pendant une dizaine d'années et c'est revenu aujourd'hui. Voilà. Par contre, dans le privé, ça existe depuis très longtemps. C'est juste une interruption, on va dire, d'une bonne dizaine d'années pour le public. Et donc c'est en 3 phases. Donc septembre 2025, je vous expliquais l'histoire des 60 ans. Ça, c'est quand même une bonne révolution pour le système. Il y a plus de demandes, on le constate aujourd'hui. Et là, depuis décembre, en fait, il y a un simulateur, je vous l'ai mis en dessous, qui est disponible pour les agents sur le site Ma Retraite Publique. Donc, on n'en fait pas trop la pub d'habitude parce que voilà, c'est un site de la CNRACL et d'autres, des autres fonctions publiques, donc un site collectif, on va dire, mais ça reste encore pour les agents le site qu'on utilise nous, que vous connaissez, vous, les collectivités, donc c'est PEPS. Et pour le coup, il est quand même mieux et plus adapté. Voilà. Mais il faut quand même savoir que ce site-là existe et il y a un simulateur disponible sur Ma Retraite Publique. Donc, je vais passer vite parce que le temps voilà, défile. Il y en a plusieurs à intervenir dans la visio. Donc, il y a 3 conditions en fait pour bénéficier de la retraite progressive. Donc,
Il y a la condition de temps de travail. Donc vous avez compris quand même plus ou moins le principe, je pense, en entendant parler dans l'actualité. Il faut exercer une activité à temps partiel ou à temps non complet. Ça, c'est quelque chose de moins connu, le temps non complet. Il y a des agents, il faut savoir, qui sont par exemple déjà qui sont à 28 heures et qui peuvent bénéficier de la retraite progressive sans rien faire, sans même diminuer leur activité. Et en fait, c'est tout bénéfice parce qu'ils auront en plus de leur salaire actuel une fraction de pension, de retraite progressive. Voilà. Donc ça, il faut quand même le savoir, c'est important, il n'y a pas que le temps partiel. Après, il existe le temps partiel sur le temps non complet. Enfin voilà, là, c'est du détail. Si nécessaire, vous pourrez me poser des questions à la fin, mais enfin, je vais vous expliquer aussi comment nous contacter. Les deux autres conditions, bon, bah, c'est la condition d'âge, donc j'expliquais tout à l'heure, c'est avoir au moins 60 ans depuis le 1er septembre 2025. Avant, c'était un peu plus compliqué, c'était 2 ans avant l'âge légal. Voilà, là, finalement, c'est une règle plus facile, 60 ans pour tout le monde. Et la condition de durée d'assurance, donc il faut avoir au moins 150 trimestres, tout régime confondu. Ça veut dire pas forcément de fonction publique, mais également de tout ce qui est privé, tout confondu en fait. Et cette condition-là est la plus difficile à vérifier parce que c'est là qu'il nous faut monter un dossier de retraite. Voilà. Les deux autres, évidemment, bon, elles vont de soi, on va dire, mais celle-ci, c'est obligé d'établir un dossier, donc il faut nous demander comment faire. Enfin, je vais vous en parler dans la suite. Donc, le calcul de la pension, bon, comme je vous le dis souvent quand je vous rencontre, tout ce qui est retraite, c'est automatique, c'est les logiciels qui le font à notre place, et puis aucun calcul qui se fait à la main de la calculatrice. Mais voilà, concrètement, la formule de calcul, c'est ça, c'est la pension partielle, elle est calculée au prorata du temps travaillé, et surtout, comme tout dossier de retraite, ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, c'est que c'est toujours basé sur le dernier indice brut, voilà, y compris pour une retraite progressive, parce qu'une retraite progressive, c'est un dossier de retraite, en fait, ça reste une retraite. C'est progressif, mais c'est quand même une certaine forme de retraite. Alors, les étapes de la demande, c'est pareil, c'est la même chose, ça reste un dossier de retraite, même si l'agent continue à travailler. Donc, c'est les mêmes étapes. Normalement, 4 à 5 mois, enfin normalement c'est 6 mois à l'avance, une demande de retraite, que ce soit une demande classique ou de retraite progressive. Il y a le dossier à faire par l'employeur, la CNRA, celle qui vérifie ensuite. Enfin, ça, vous savez, je vais l'expliquer dans la diapo d'après. C'est un peu plus loin. Bon, c'est pas grave. Juste, là, voilà, j'ai trouvé ça important de vous rappeler ce qu'était la surcotisation. Ça peut vous permettre, enfin, ça peut permettre à vos agents ou vous-même, si vous souhaitez déposer un dossier de retraite progressive, en fait, ça peut vous permettre de ne pas être perdant à la fin sur votre pension de retraite progressive et votre pension de retraite finale d'ailleurs. Parce que forcément, en vous mettant en temps partiel, et ben, vous allez perdre quelques euros à la fin sur votre pension de retraite. Il faut le savoir. Donc, pour éviter ça, il y a le mécanisme de la surcotisation. Alors, c'est assez technique. Donc, la diapo, je ne vais pas toute la détailler, ça va être trop long. Je vous laisserai aller voir quand vous aurez le support, le lien, qui est plutôt bien fait. C'est le lien pour les actifs. À savoir que la CNRACL, elle a 3 pages. Vous devez le savoir, actifs, employeur et retraité. Et employeur, le vocabulaire est plus avancé que la partie pour les actifs. Voilà. Mais ça peut vous permettre déjà d'avoir des premiers éléments. J'avance parce que le temps tourne. Oui, la question, je pense que ouais, je répondrai après parce que ça va être compliqué pour moi là. Alors, quand s'arrête la retraite progressive? Donc, il y a des cas de suspension temporaire, vous me direz, mais surtout, il y a des cas d'annulation irréversible, il faut le savoir. En fait, il ne faut pas s'amuser à faire le yo-yo quand, quand on demande une retraite progressive, et ça, c'est important. Un agent ne peut pas changer d'avis sans arrêt. Donc, une fois qu'il arrête la retraite progressive, il ne pourra pas redemander. Bon, ça, il faut le savoir. Et puis, c'est important à la fin, c'est noté si la retraite progressive ne s'arrête pas mais évolue. En fait, dès qu'il y a un changement de quotité de temps de travail, ça c'est possible, que le temps partiel, ben voilà, l'agent souhaite finalement travailler un peu plus. La proportion, c'est entre 50% et 90% d'un temps complet. S'il est à 70% et qu'il veut retravailler un petit peu plus, ben, c'est quand même possible. Par contre, il faut qu'il en informe sans délai la CNRACL, bien sûr.
Parce qu'il y aura une révision de la pension, hein, de la retraite progressive. Voilà. Les impacts sur la retraite définitive, bon, c'est pareil, je vous ai remis la comparaison avec ou sans surcotisation. Donc c'est pareil, c'est un petit peu technique, mais vous verrez les avantages de surcotiser ou pas. Enfin, c'est un peu du cas par cas. Au final, la surcotisation, ça reste quand même coûteux. Et là, voilà, donc là, on rentre dans l'aspect pratique que vous connaissez bien pour la plupart, je pense, et pour les nouvelles personnes. Donc, j'ai rappelé notre procédure qui existe depuis 2024, depuis janvier 2024. Soit en fait, vous faites des dossiers en autonomie, soit c'est nous, le service retraite, qui prenons en charge les dossiers pour votre compte, dans le cadre de prestations payantes. Donc là, le cheminement, c'est comme d'habitude, il faut faire une demande ORA. Il y a deux choses d'ailleurs, pour rappel, nous on n'a que deux formulaires possibles, réalisation et suivi d'un dossier retraite, c'est les prestations, et les demandes de renseignements, enfin vous reverrez, d'ailleurs c'est noté en petit 3. Pour le coup, c'est des questions pratiques ou réglementaires, pour tout le monde, bien sûr, puisque vous cotisez. Par contre, voilà, comme j'ai noté, avec modération du fait de l'autonomie choisie. Hein, on avait bien expliqué les règles à l'époque de la mise en place de la nouvelle procédure. Donc vous avez l'habitude, maintenant ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, il faut retenir que si vous nous confiez un dossier, c'est le formulaire réalisation et suivi d'un dossier retraite. Voilà. J'ai remis des numéros, mais à la fin, il y a encore une page sur les contacts. Là, j'ai rappelé la plateforme PEPS pour les personnes qui ne connaîtraient pas, avec d'ailleurs les trois parties, actifs, retraités, employeurs. Donc évidemment, la partie qui nous intéresse, c'est employeur. Bon, la plateforme PEPS, vous connaissez aussi, il y a un système maintenant de double authentification avec numéro de téléphone ou SMS. Enfin, je pense que vous avez bien vu nos actualités, on avait communiqué là-dessus. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et ensuite, alors là, je rappelle quand même rapidement comment compléter un dossier de retraite progressive. Pour l'instant, il n'y a pas de simulateur de retraite progressive. Donc, ça existera à partir de février. La CNRACL nous a communiqué cette info il n'y a pas longtemps. Et donc, d'ici là, il faut qu'on continue à faire de la même façon. Si vous ne voulez pas faire une retraite progressive, mais que vous voulez faire une simple simulation, il vous faut en fait aller sur un dossier de demande de retraite classique qui s'appelle liquidation. Enfin, c'est la même chose. Et en fait, c'est une fausse liquidation, voilà, pour aller jusqu'au décompte provisoire dans la page résultat. C'est une petite manip ou une petite astuce qu'on vous a déjà communiqué, mais c'est quand même bon à savoir et à retenir dans l'attente du simulateur. Voilà. Ensuite, là, je vous rappelle, comme d'habitude, il y a tout un tas de pièces à fournir. Donc ça, vous avez l'habitude, on vous les demande souvent. Savoir qu'on a quand même beaucoup d'arrêtés carrière, forcément, de vos collectivités. Par contre, on n'a pas tout des fois. Ce qui manque souvent, on voit, c'est les maladies. Donc pensez bien à nous transmettre tout ce qui est maladie, un état récapitulatif. Et puis, j'avance. Voilà. Bon, à gauche, hein, c'est une sélection des pièces, c'est écrit tout petit, mais vous le verrez dans le support. Enfin, vous avez l'habitude, pour ceux qui me connaissent bien, c'est toujours les mêmes pièces demandées. Situation familiale, les services militaires, relevé de carrière, courrier de demande de retraite progressive, bien sûr, ce qui nous concerne là. Mais surtout, il y a quelque chose, je voulais insister là-dessus, c'est qu'un arrêté de retraite progressive n'est pas requis pour les dossiers-là. C'est totalement facultatif, même s'il y a un modèle qui existe sur Agir. En fait, la CNRACL ne le réclame pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire deux arrêtés. On demande simplement un arrêté de temps partiel ou de temps non complet, voilà, puis on le verse sur PEPS. Voilà. Donc, ne vous embêtez pas à faire un arrêté de retraite progressive s'il n'est pas demandé. Après, vous pouvez faire un 2 en 1, du temps partiel plus retraite progressive. Voilà. J'avance. Les modes de contact, donc information et ou rappel. Donc, pour rappel, et ça vous le savez, on ne prend plus les appels des agents en direct depuis un certain temps en service retraite, mais comme depuis longtemps en service carrière d'ailleurs, carrière instance paritaire. Donc, nous, on est là vraiment pour vous, les collectivités. Et si un agent a besoin de se renseigner, il doit déjà passer par vous, employeur, et ensuite, il faut nous contacter, voilà, par le biais de nos deux formulaires ORA. Et puis ensuite, je vous ai remis les numéros de la CNRACL, bien sûr. Il y a le numéro agent, mais aussi votre ligne collectivité. Il y a également les infos de la CARCEP, puisqu'il faut avoir bien en tête qu'un dossier de retraite progressive, là, on parle que de la CNRACL, mais l'agent peut également le faire pour le privé, donc au régime général. Parallèlement, en fait, il y aura deux dossiers de retraite progressive.
Mais c'est bien à l'agent de se renseigner, de faire les démarches. Voilà, vous ne devez pas le faire pour lui, ni nous, en fait, CDG. Et donc, comme j'ai noté, tout à la fin, l'agent doit être acteur de son parcours. Ça, c'est important. Et puis voilà, donc les questions, je les lis. Je vais essayer d'y répondre pendant que mes collègues prennent la suite. Voilà, les 45, normalement, on est plus ou moins dans les temps. Voilà. Je vais, Ok, super, merci Fanny. en- Du coup, oui, pour les questions, tu répondras dans le chat. Et oui. Émilie, si tu veux continuer. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Bon, alors moi je vais vous parler du dispositif de signalement des actes de violence et harcèlement. Donc je vous ai remis les références juridiques, donc le décret de 2020 qui pose le principe. Ensuite, ça a été codifié dans le Code général de la fonction publique aux articles L135-6A et L135-6, et c'est notamment ce dernier article que je vous ai remis et qui nous intéresse ici. Donc, les employeurs publics doivent mettre en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui estiment victimes d'atteintes volontaires, donc harcèlement, violence, discrimination, harcèlement moral ou sexuel, d'agissement sexiste. Voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est concrètement le dispositif donc, au centre de gestion? Donc c'est bien le dispositif qui est relatif au recueil des signalements des actes de violence et harcèlement, et pas de signalement d'alerte. C'est deux choses différentes. J'ai vu qu'il y avait des fois une confusion. Donc, c'est vraiment deux dispositifs distincts. Dans un, on est proche, comment dire, c'est la victime qui est plus acteur, la personne qui s'estime victime qui va être acteur pour une résolution amiable, c'est une méthode amiable, que dans le second cas, le signalement d'alerte, on va, comment dire, les agents, les personnes témoins vont dénoncer des délits, des crimes, des conflits d'intérêts, et là, il va y avoir derrière un dépôt de plainte. Donc nous, on est bien sur le, comment dire, le recueil des signalements des actes de violence et harcèlement. Voilà. Et donc, le dispositif du CDG 88, quand vos collectivités conventionnent avec le centre de gestion, vous nous confiez, donc, vous nous déléguez la procédure de recueil des signalements des actes s'apparentant à des violences, discriminations, menaces, actes ou intimidations ou harcèlement moral et sexuel ou orientation. Voilà. Donc, le centre de gestion, la pré-cellule et la cellule recueillent les signalements de vos agents qui s'estiment victimes. Donc, la cellule, elle, on parle de s'apparente à des violences ou du harcèlement parce qu'il n'y a qu'un juge qui peut qualifier les faits. Donc ça, c'est important de vous distinguer les deux dispositifs parce que dans l'intitulé, ça se rapproche. Dans un cas, on parle de signalement des actes de violence et harcèlement, ce qui nous intéresse ici, et dans l'autre, des signalements d'alerte. Donc ça, c'est un point qu'on voulait repréciser. Donc là, je voulais vous présenter ensuite la cellule de signalement. Donc les membres, donc c'est une équipe pluridisciplinaire, il y a des psychologues, juristes, représentants, conseillers en prévention, on a infirmiers, médecins du travail. Voilà, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire pour derrière orienter et mettre les préconisations qui sont les plus adéquates à la situation. Donc, les membres de la cellule, elles sont soumises aux obligations suivantes. Indépendance, donc on ne reçoit pas de directive extérieure sur le traitement du signalement. Neutralité, on ne prend pas part pour la victime présumée, ni pour l'auteur présumé des faits, ni pour l'autorité territoriale. Impartialité, on s'interdit tout conflit d'intérêt. Donc, voilà, si une personne connaît, par exemple, le signalant ou plus la collectivité, il y a des choses qui sont, voilà, on peut se mettre en retrait. Et la loyauté. Donc, on n'agit pas comme l'avocat ou le conseil ou le représentant d'une des deux parties. Et la discrétion professionnelle, donc on est soumis vraiment, on va, la discrétion professionnelle, c'est surtout la personne qui va faire son signalement, ça va être en toute confidentialité. Voilà. Et pareil pour la collectivité, on ne va pas dire qu'il y a eu un signalement à l'extérieur, en fait. Voilà. C'est vraiment un dispositif confidentiel. Et pareil, il nous faut un maximum d'éléments parce que la cellule n'a pas de pouvoir d'enquête et ne peut pas solliciter des témoignages directement ou des écrits. Voilà, c'est vraiment le dispositif de recueil du signalement. Donc, il est important de fournir les personnes qui s'estiment victimes un maximum d'éléments de preuve et de contexte parce que nous, on ne peut pas enquêter.
le seul qui pourra faire une enquête administrative, le cas échéant, ça sera à la discrétion de l'autorité territoriale qui recevra un dépôt de signalement recevable. Donc là, je vous ai fait un rappel de quelques notions. Donc, j'ai repris du code pénal, notamment sur qu'est-ce que le harcèlement moral, qu'est-ce que la menace, ou les actes d'intimidation, les injures publiques. Ça, c'est important de se rapprocher des notions pénales. Mais, comment dire, par exemple, on peut s'estimer victime d'injures, mais si ce n'est pas une injure publique, ce n'est pas la même chose. Ça peut être après une altercation, une agression. On ne rentre pas dans le même thème. Donc ça, je vous laisserai lire. Et ensuite, la procédure. Alors, comment ça se passe? En premier, on va avoir une victime ou un témoin de fait, une personne qui s'estime victime ou témoin de fait, qui va faire un dépôt de signalement sur le site du centre de gestion. Donc en ligne, il y a un formulaire à remplir sur notre page, sur dépôt d'un signalement, ou vous pouvez le faire en papier dans un courrier avec une double enveloppe en mettant bien la mention confidentielle et en apportant toutes les pièces justificatives nécessaires. Vraiment, il est important, si vous voulez que la confidentialité s'applique au maximum et qu'il n'y ait pas de... il faut vraiment cette notion de double enveloppe avec la notion confidentielle et transmission à la cellule de signalement, le courrier ne sera pas ouvert. Voilà, ça, c'est une garantie qu'on a mis en place. Ensuite, la cellule étudiera la recevabilité du défaut. Donc, quand il n'y a pas de pièce jointe, on ne pourra pas émettre une recevabilité parce qu'on n'a pas de preuves derrière de remonter pour expliquer à l'autorité territoriale ce qui se passe et émettre les préconisations nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de pièces justificatives qui, là, nous permettront, ces pièces justificatives, d'étudier les faits relatés et de les remettre dans le contexte et d'évaluer. Donc, si ça se rapproche de la notion qui est mise en avant, soit de harcèlement moral, soit de discrimination, menace. Voilà. Et ensuite, on transmettra la décision de recevabilité. Donc, d'abord, l'agent reçoit la décision soit de recevabilité ou d'irrecevabilité. Si c'est recevable, on garantit toujours la confidentialité du dépôt, donc la procédure s'arrête là. On n'informera pas la collectivité que cet agent-là, en particulier, a fait un dépôt de signalement. La seule chose qu'on pourra dire à la collectivité, c'est des statistiques. On a eu 5 dépôts de signalement irrecevables, 2 recevables, voilà. Ça sera uniquement des données statistiques et pas nominatives. Si le dépôt de signalement est déclaré recevable, dans ce cas-là, on va demander l'autorisation de levée d'anonymat à la victime présumée et ce qu'elle nous autorise à divulguer ou pas. Voilà, comme des fois, des témoignages pour protéger, c'est-à-dire que des témoignages qui pouvaient éclairer la cellule de signalement mais qui ne veulent pas transmettre pour ne pas mettre en porte-à-faux des collègues, ça peut s'entendre. Voilà, comme exemple que je peux vous donner. Derrière, le centre de gestion, donc la cellule de préconisation, le centre de gestion émettra des préconisations à destination de l'autorité territoriale qui, elle, pourra, qui traitera le signalement derrière. C'est vraiment l'autorité territoriale qui traite le signalement, les suites du signalement, si vous voulez. Le cellule de signalement du centre de gestion, c'est le recueil, l'analyse, les préconisations, l'orientation. Et ensuite, la décision, c'est vraiment l'autorisation, c'est l'autorité territoriale qui va faire, la lumière sur les faits et qui choisira le dispositif qui conviendra à la situation. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, actuellement, en 2025, nous avons eu pour l'heure 39 signalements, dont 33 irrecevabilités et 6 recevabilités. Dans les motifs de saisine qu'on a eu, donc en premier, mais ça c'est national, j'ai envie de dire 85%, ça concerne des faits de harcèlement moral. Ensuite, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation, de violence et de discrimination. Voilà les 4 principaux faits relatifs. J'en ai fini pour ma partie. Si vous avez des questions, je répondrai dans le fil d'actualité pour laisser la place à mes collègues. Je vous remercie. Ok, super, merci Émilie. Pour l'instant, tu n'as pas de questions. Du coup, Céline, tu peux terminer. Il faudrait que tu rallumes ton micro, je ne sais pas si... Bien vu, je te remercie. Hop.
Est-ce que c'est bon visuellement? Oui, c'est bon. Super, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de deux choses cet après-midi. Donc il était prévu que je vous parle des plans communaux de sauvegarde et du DICRIM, et je profiterai de prendre un tout petit peu de temps en fin de présentation pour vous parler des formations santé-sécurité au travail. Donc voilà. Donc je suis Céline Keller, je suis responsable des missions de prévention et j'ai un peu de temps pour vous parler des plans communaux de sauvegarde. Vous n'avez peut-être pas trouvé ça très réjouissant, mais ça fait quand même partie des préoccupations que doivent avoir les employeurs, les maires de nos communes, pour préserver la santé et la sécurité surtout des concitoyens, parce qu'il arrive, même dans les Vosges, des orages, des tempêtes, des inondations, avec des impacts plus ou moins importants, l'obligation de faire évacuer des campings ou de reloger des gens, de devoir pallier aussi à des problématiques liées à la sécheresse, des conséquences qui pourraient être successives de séismes dans le département, ou encore, alors là je suis remontée très loin dans le temps, hein, je suis d'accord, de rupture de digues, de barrages. Et vous voyez que finalement, tous ces événements dont on entend souvent parler, ça n'arrive pas que chez les autres. Ça arrive aussi dans les Vosges. Là, je vous ai pris quelques extraits d'actualité, de sites de Vosges Matin et autres sites d'information. Mais donc, on a régulièrement dans les Vosges des événements climatiques qui occasionnent des impacts pour la population. Et face à ces risques, qui doit faire quoi ? La sécurité civile organise les choses en deux parties. Il y a la partie secours, donc là on a ceux qu'on connaît bien, les pompiers et les autres équipes de services aux personnes d'urgence comme le SAMU, certains services d'ambulance qui vont porter secours aux personnes. Donc si par exemple demain il y a une inondation dans votre commune, c'est eux qui vont venir vous chercher chez vous, ils vont vous mettre sur un bateau, ils vont vous mettre à l'abri. Si demain il y a un feu de forêt, alors j'ai pas mis l'article, mais feu de forêt dans les Vosges, 2023-2024, c'est des choses qui arrivent dans notre département, c'est bien les pompiers qui vont éteindre le feu, là-dessus vous avez tout bon. Par contre, la partie sauvegarde de la population, ça incombe au maire. C'est à lui d'informer ses usagers qu'il y a un événement en cours ou à venir sur son territoire. On a des alertes météo qui nous informent de potentielles inondations, on a des suivis de montée des eaux, Météo France nous informe aussi à ce niveau-là. C'est lui qui aura la nécessité d'alerter la population, éventuellement de mettre à l'abri. Quand il y a un feu de forêt, si je reprends cet exemple, les pompiers éteignent le feu et le maire, lui, éventuellement, va prendre en charge la population qui va devoir être évacuée. Il devra donc peut-être trouver des solutions pour reloger ses habitants et aller jusqu'à les ravitailler. Dans les autres exemples que l'on peut avoir aussi couramment, c'est ce qu'on appelle des naufragés de la route. Il y a par exemple des conditions météorologiques qui sont dégradées, des gens qui sont coincés dans leur voiture à cause de la neige, du verglas, etc. Les gens qui vont se trouver là sur un tronçon d'autoroute sur le territoire de votre commune, ils devront être pris en charge par le maire. Donc on distingue bien ces deux aspects. Le secours aux personnes, c'est les pompiers, si je résume, et la prise en charge de la population, la mise à disposition de salles pour reloger, etc., ça incombe au maire. Et pour pouvoir s'organiser, le maire, on essaye de ne pas le laisser improviser, on essaye qu'il s'organise préalablement avec le plan communal de sauvegarde. Donc c'est l'objet de cette présentation cet après-midi. Le plan communal de sauvegarde, c'est une obligation pour les élus qui sont concernés par des risques majeurs naturels, donc on a parlé, inondations, tempêtes, sécheresse, canicules, etc., mais également les risques technologiques. Donc on considère quelque chose comme étant un risque technologique à partir du moment où il est en lien avec l'activité de l'homme. Par exemple, vous avez une entreprise qui pourrait prendre feu, exploser, etc. Là, ça rentre dans les risques technologiques. Une rupture de barrage, c'est un risque technologique puisque c'est un ouvrage qui est réalisé par l'homme. Et ce auquel on pense souvent, c'est l'explosion d'une centrale nucléaire. Donc là, tout le monde se souvient de Tchernobyl. On est encore une fois dans un risque technologique que le maire devra également gérer, même si la première centrale nucléaire par rapport aux Vosges est à plus de 150 km. Le plan communal de sauvegarde, son objectif, c'est de se préparer avant que cet événement ne survienne.
histoire d'être opérationnel le jour J, ou en tout cas d'être le plus préparé possible le jour J. Parce que même si on aura préparé plein de choses, il est fort probable que le jour J, tout ne se passe pas comme il faut, ou comme c'était prévu, et qu'on ait besoin un petit peu de s'adapter, mais au moins, on s'est organisé pour la préservation des vies humaines. Ça, c'est vraiment l'objectif premier du plan communal de sauvegarde et de la responsabilité du maire, c'est de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les vies de ses concitoyens. Dans la mesure du possible, de diminuer les dégâts, et là c'est souvent en lien aussi que ce soit la sauvegarde des vies humaines et la diminution des dégâts avec les services de secours, et dans un dernier temps, la protection de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan communal de sauvegarde? Il faudrait que vous l'imaginiez comme une boîte à outils. C'est une boîte à outils dans laquelle le maire il dispose de documents, de tableaux, de listings qui lui permettent de savoir, par exemple, comment il va alerter sa population. Est-ce qu'il fait du porte-à-porte? Est-ce qu'il y a des tournées en mégaphone? Est-ce qu'on a des applications qui nous permettent de prévenir la population? Ou un panneau d'affichage dans le village? Ou une sirène, tout simplement. C'est aussi un document qui va contenir des informations sur les moyens matériels et humains de la collectivité. Est-ce que j'ai du personnel qui va pouvoir donner un coup de main? Est-ce que je dispose de lits pour héberger des gens? Est-ce que je dispose d'espace pour pouvoir faire de la restauration? Est-ce que j'ai une boulangerie ou un supermarché sur mon secteur que je pourrais solliciter pour pouvoir ravitailler la population? On trouvera également le recensement des centres d'hébergement. Prenez l'exemple simplement d'un incendie d'un logement. En pleine nuit, vous êtes contacté par les services de secours parce que vous avez un petit immeuble dans votre collectivité. Ça peut être 2-3 appartements dans un même bâtiment qui prennent feu. Et on se retrouve avec 2-3 familles à la rue dont il va falloir se charger. Et donc là, vous êtes réveillé, il est 3h du matin et il va falloir trouver un centre d'hébergement. Dans le plan communal de sauvegarde, on aura fait ce travail préalable d'inventorier tous les endroits où on peut loger des gens. Une salle de sport, une salle polyvalente, ou des hébergements privés aussi, des hôtels, des gîtes, peu importe. On essaye de lister tout ce qui y est disponible. On a aussi différents documents, des procédures sur comment réagir par rapport à telle situation. On y intègre aussi comment communiquer auprès des médias. Vous vous en rendez probablement compte, mais l'information circule très vite et il est important de se préparer à ce que l'on peut dire, à ce que l'on va dire aux médias pour que vous ne passiez pas non plus comme étant ridicule dans la gestion de cette crise. Il faut savoir quelles informations donner, à quelle fréquence et ne pas improviser. On aura également dans le plan communal de sauvegarde le recensement des personnes vulnérables qu'il pourrait être nécessaire de contacter. On l'a connu pendant le Covid, mais également pendant les épisodes de canicule. Et on va aussi jusqu'à avoir le plan de distribution des pastilles d'iode. Donc là, c'est en écho à la survenue d'un accident nucléaire. Ça se gérera aussi au niveau local, au niveau de la mairie, et le maire sera un des maillons de ce plan de distribution. Alors, est-ce que ces plans communaux de sauvegarde, ça s'impose à votre collectivité, à votre commune? Vous trouverez la réponse dans un document qui a dû vous être envoyé en 2021 qui s'appelle le DDRM. Le DDRM, c'est un joli petit livre édité par les services de la préfecture des Vosges et qui indique pour chaque commune du département si vous êtes concerné ou pas par un risque naturel et ou technologique. La dernière version date de 2021, c'est celle que vous avez en photo sur le diaporama, et il doit être révisé tous les 5 ans. Donc on peut imaginer que courant 2026 ou peut-être tout début 2027, vous receviez un DDRM mis à jour. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce document? Je vous ai fait une petite extraction. Donc vous avez un tableau où on retrouve le listing de toutes les collectivités du département. Là, j'ai été sur les dernières pages pour mettre en lumière la commune d'Uxenier. C'est la commune sur laquelle le centre de gestion est implanté. Et donc, on voit bien qu'il y a différentes colonnes avec les différents risques que l'on peut retrouver. L'inondation, le séisme, les mouvements de terrain, le radon et le risque industriel, transport de matières dangereuses et barrages. Et on voit que pour la commune d'Uxenier, il y a un risque d'inondation, un risque sismique modéré, un risque lié au retrait, au gonflement des argiles, donc majoritairement dû aux périodes de sécheresse et de fortes pluies. On est sur une zone en termes de radon qui est niveau faible et on est quand même sur un risque de rupture de barrage. À cela s'ajoutent d'autres risques qui sont recensés pour toutes les communes du département. Le feu de forêt, les tempêtes,
La découverte d'engins de guerre, donc ça, toutes les communes sont susceptibles d'avoir un jour un usager qui sonne à la mairie et qui dit bah, « j'ai retrouvé un obus chez moi, qu'est-ce que je fais ?» Alors, soit vous avez déjà la réponse, parce que ça vous est déjà arrivé une fois, soit vous allez essayer de trouver la réponse rapidement sur Internet, soit ça aura été prévu dans votre plan communal de sauvegarde et vous aurez toute la conduite à tenir pour traiter ce sujet en toute sécurité. Il y a un autre endroit où vous pouvez trouver les risques de votre commune, c'est sur le portail Géorisque. Donc là, je vous ai mis un visuel de la page d'accueil. Vous avez une partie dédiée aux collectivités. En tapant le nom de votre commune, vous pourrez accéder à vos risques. Alors que ce soit le DDRM ou le portail Géorisque, attendez juste la fin de ma présentation pour aller vérifier ce qui se passe là où vous travaillez ou là où vous résidez, s'il vous plaît. Mais vous pourrez aller chercher rapidement, gratuitement, ce sont des données qui ne sont pas du tout cachées, quels sont les risques de votre collectivité. Donc j'ai fait le même exercice que pour le DDRM. Et donc, dans Géorisque, en tapant la commune de Huxonnier, on vous présente qu'il y a 6 risques naturels et 2 technologiques. Les risques naturels, vous aurez la possibilité d'aller voir dans le détail en quoi cela consiste. Donc, par exemple, pour un risque inondation, vous allez trouver des cartes avec des zones qui seraient susceptibles d'être inondées en cas de montée des eaux. Et on trouve nos risques technologiques. Donc la pollution des sols, en général, c'est dû à l'activité industrielle en cours ou passé, et on retrouve notre rupture de barrage puisque on est dans le périmètre, enfin la commune d'Huxonnier, pas le CDG, mais la commune d'Huxonnier, sur le périmètre de rupture de barrage de Bouzé. Dans l'intitulé de cet après-midi, il était question du plan communal de sauvegarde et du DICRIM. Alors là, je vais vous parler de ce deuxième document, puisque là, je vous ai parlé de la boîte à outils du maire, le maire qui va devoir gérer la crise dès qu'il y aura une perturbation de la vie courante. Mais la population, elle va devoir faire des choses également, participer à une bonne réactivité pour essayer de ne pas donner du travail en plus aux services de secours. Et là, je vous ai mis une petite question. Imaginons comme ça que ce soir, à 1h, 2h du matin, là, on vienne sonner chez vous et on vous demande d'évacuer en catastrophe votre maison parce que l'eau monte et il va falloir évacuer. Vous partez avec quoi? C'est une vraie question. Si là, en pleine nuit, on vient, il y a le feu dans la maison d'à côté qui est mitoyenne à chez vous, il vous faut quitter votre maison, qu'est-ce que vous emmenez? Alors ça peut paraître très catastrophique comme perspective, mais c'est néanmoins nécessaire de se poser des questions en amont pour que le jour de l'évacuation, vous vous retrouviez avec les éléments dont vous avez vraiment besoin. Et l'autre question qu'il y aura aussi à se poser, c'est demain, il y a une sirène qui sonne, comme ça en plein milieu de la nuit, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis résident d'une collectivité, est-ce que je dois évacuer? Est-ce que je dois être confiné chez moi? Comment réagir? Et bien ça, c'est le DICRIM qui répond à cette question. Dans le DICRIM, je vous le présenterai après, on aura toutes les conduites à tenir pour les habitants d'un territoire. Et donc, par exemple, dans le DICRIM, on vous donnera des indications sur ce qu'il faut mettre dans votre sac à dos, dans votre kit d'urgence pour vous absenter de chez vous à n'importe quel moment, je dirais du jour ou de la nuit, quel que soit l'événement qui survient. En termes de partage d'expérience, il y a une collectivité avec laquelle on a travaillé qui a dû faire évacuer un immeuble comprenant plusieurs logements, dont une personne âgée qui était sous assistance d'oxygène, en pleine nuit, menace d'effondrement. Cette personne, elle est partie sans ses médicaments, sans ses lunettes, sans être trop vêtue, alors que c'était le milieu de la nuit, et sans son oxygène. Vous pouvez très bien vous dire, non mais c'est quand même exagéré. Ben non, la réalité des choses fait que dans l'urgence, c'est pas comme quand on part en vacances et qu'on a le temps de faire sa petite liste de choses à emmener pour partir. Là, on doit partir avec vraiment le nécessaire et de quoi pouvoir tenir. Alors là, on part sur une idée de 72 heures, c'est quand même déjà très long, mais c'est important d'avoir de l'eau, d'avoir vos clés, d'avoir des lunettes ou vos médicaments habituels, d'avoir votre chargeur de téléphone portable. Sinon, votre téléphone, vous savez très bien qu'au bout d'une journée, en général, il sera plus utilisable. D'avoir un peu d'argent liquide, parce que si demain on vous évacue pour une coupure d'électricité, il est possible qu'il n'y ait plus de courant non plus pour les distributeurs automatiques. Si vous ou vous avez des enfants, ça peut être pas mal de partir avec un jeu de cartes ou de quoi s'occuper. Et dans la mesure du possible aussi, la photocopie de vos documents essentiels, carte d'identité, permis de conduire, document d'assurance de la maison, etc., etc. Dans le DICRIM, on va aussi trouver
comment je vais être alertée en cas de problème. Qu'est-ce qui va me donner l'information que je dois faire quelque chose? Et vous aurez le contenu pour chaque risque de la bonne attitude à adopter, les bons réflexes. Est-ce que je bouge? Est-ce que j'évacue? Est-ce que je me confine? Comment je me confine? Est-ce que je dois écouter la radio? Quelle fréquence? Etc. etc. Le DICRIM, en gros, c'est le document qui, lui, va donner les bonnes pratiques à adopter pour les usagers de la collectivité. Donc, autant le PCS, c'est un document assez documenté, comprenant des procédures, des tableaux, etc. pour le maire, autant le DICRIM, c'est vraiment le document pour la population, pour qu'elle soit informée de la bonne conduite à tenir. Il est obligatoire et il doit être tenu à disposition en mairie auprès des usagers. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet du plan communal de sauvegarde et du DICRIM. Bonjour. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Céline. Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Et je vais profiter donc moi sur la partie plan communal de sauvegarde et DICRIM, on voulait vous en reparler puisque le centre de gestion accompagne les collectivités qui le souhaitent dans l'élaboration de ces documents. Je sais qu'on arrive en fin de mandat pour des élus, certains ont peut-être déjà prévu de se représenter aux nouvelles élections, mais ça peut être aussi un axe de travail, je vous l'ai présenté en introduction, les risques majeurs sont aussi présents dans notre collectivité. Vous avez peut-être été relancé par les services de la préfecture pour établir et mettre en place ces documents. Donc nous, on vous fournit des outils pratiques que l'on adapte bien sûr à la réalité de votre collectivité et aux risques qui s'appliquent chez vous. Et je profitais donc de cette intervention pour vous faire aussi un petit point sur les formations santé-sécurité que nous proposerons sur la rentrée à partir donc de 2026. Nous avons plusieurs formations qui sont désormais disponibles sur notre site internet. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez un atelier mise à jour du document unique sur une demi-journée qui se déroule ici au centre de gestion à Uxenier. Ça se déroulera le 13 janvier. Aujourd'hui, on a encore la possibilité, on ouvre les inscriptions avec un atelier le matin, un atelier l'après-midi. L'atelier du matin est gratuit pour les collectivités de moins de 5 agents qui sont adhérentes à l'assurance statutaire. L'objectif de cette demi-journée de travail, c'est de vous faire utiliser Agir pour pouvoir mettre à jour votre document unique qui doit l'être normalement tous les ans. Tous les ans, il doit y avoir une mise à jour du document unique. Et là, vous avez quelqu'un qui répond à vos questions, vous êtes en petit groupe et on vous fait manipuler, on renseigne des actions que vous avez réellement réalisées dans votre collectivité pour vous faire gagner un petit peu de temps et que vous ne soyez pas en difficulté pour compléter vos documents. On proposera également sur le mois de janvier une formation continue des assistants de prévention. Donc c'est une formation qui est obligatoire pour les assistants de prévention qui ont suivi une formation initiale. Donc celle-ci normalement doit se faire 1 an après. Cette formation des assistants de prévention, elle est basée sur leur retour d'expérience. Ils font beaucoup d'échanges et de partages sur ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont eu du mal à faire. On discute des points un petit peu bloquants pour eux dans leur fonction d'assistant de prévention. Et cette formation est vraiment orientée sur un complément de pratique. On les fait utiliser Agir, on les fait utiliser l'application livret d'accueil sécurité. On travaille aussi sur éventuellement un nouveau projet de lettre de cadrage suite à cette année écoulée pour pouvoir ensuite la soumettre à l'autorité territoriale. On vous propose cette année un atelier au mois d'avril qui sera sur la communication autour de la prévention. Les assistants de prévention sont susceptibles de pouvoir animer des temps de sensibilisation pour vos agents. Tout ne doit pas se faire forcément par des organismes de formation extérieurs. Et donc, pour qu'un assistant de prévention se sente à l'aise avec la réalisation de ces sensibilisations, on propose une journée durant laquelle c'est quasiment que de la pratique, soit mise en situation pratique avec des outils que nous allons leur proposer. Donc ça, c'est pour démarrer, histoire que ce ne soit pas trop difficile pour eux. Et dans un second temps, ce sera de la mise en situation, de la constitution du support de sensibilisation jusqu'à l'animation. Comme ça, ils repartiront de formation aussi avec déjà une sorte de panel de supports et de sujets à aborder en collectivité.
Et enfin, nous vous proposons une date sur le premier semestre de formation préalable des assistants de prévention qui, elle, dure 5 jours au mois de mai pour les nouveaux assistants de prévention des collectivités. Donc, cette formation se fait en 3 et 2 jours, l'objectif étant de laisser un petit peu de temps d'assimilation des informations et de recherche au sein de la collectivité entre les deux. Et cette formation à destination des nouveaux assistants de prévention se fait aussi par la présentation des outils qu'ils auront à utiliser dans la collectivité, le document unique dans Agir, la mise à jour du programme annuel de prévention, comment est-ce que l'on réalise des déclarations d'accident de travail, ou au moins les consulter, comment on réalise un arbre des causes, etc., etc. Donc, vous retrouverez toutes les dates de ces formations sur le lien ici en bas de la diapo, globalement sur notre site internet. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu, vous avez un espace se former et vous pouvez consulter tout notre catalogue en santé sécurité au travail et aussi dans les autres thématiques que propose le centre de gestion. Nouveauté pour 2026, nous avons désormais un formateur interne ici en sauveteur secouriste du travail. Donc à partir de 2026, nous allons pouvoir ajouter à notre catalogue de formation des formations SST. La première formation initiale qui est proposée en interentreprise, c'est les 27 et 28 avril 2026. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez organiser une formation au sein de votre collectivité, nous sommes à votre disposition pour pouvoir nous déplacer chez vous. Cette formation SST qui dure 2 jours peut aussi éventuellement être morcelée en 2 jours sur 2 semaines. Donc si par exemple vous avez besoin de former des ATSEM qui ne travailleraient pas les mercredis, on peut très bien envisager 2 mercredis de suite pour répondre aux contraintes de service et aux obligations de l'employeur de former du personnel en sauveteur secouriste du travail. Donc, notre formateur peut vous proposer des formations initiales et des formations des recyclages, donc sur une journée. Pour ça, un ticket aura sur notre plateforme ou alors les contacter directement au niveau de la formation pour qu'ils puissent vous proposer des dates et former vos agents. Je rappelle que le sauveteur secouriste du travail est obligatoire à partir du moment où vous avez des travaux dangereux réalisés dans la collectivité. Ensuite, cette formation, elle peut être ouverte au plus grand nombre puisqu'elle permet d'appréhender les gestes à réaliser dans le cadre de la survenue d'étouffement, de brûlures, de saignements intensifs, de malaise cardiaque, etc. Donc, elle peut être utile au plus grand nombre. Et la dernière information, pour rester dans les dates, les calendriers des instances paritaires sont publiés, en particulier, alors moi je vais vous parler de la F3SCT puisque c'est l'instance qui me concerne, mais je parle aussi des autres instances qu'Émilie Carme pilote. La prochaine réunion de la F3SCT du centre de gestion se tiendra le 10 février 2026. Vous avez toutes les dates qui sont disponibles sur notre site internet. Alors j'ai pas remis le lien, mais je vous le mettrai dans la diapo. Donc vous allez sur le site du centre de gestion, Carrière, et dans Carrière, vous avez un espace calendrier des instances paritaires. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, merci Céline. J'ai joint dans le chat le lien pour retrouver l'agenda des formations santé sécurité au travail. Et tu avais une question, à quelle échéance devons-nous réviser le PCS, s'il vous plaît? Alors, le plan communal de sauvegarde doit être révisé minimum tous les 5 ans. Après, étant donné qu'il s'agit d'un document dans lequel on a beaucoup d'informations à caractère un peu nominatif, la liste des personnes à contacter, des numéros de téléphone, le recensement des moyens de la collectivité, je pense qu'un point de contrôle annuel sur la fiabilité des données à l'intérieur de celui-ci est le minimum, au moins pour tout ce qui est données personnelles. Après, la mise à jour tous les 5 ans, ça va avec le DDRM, des services de la préfecture qui est révisé tous les 5 ans, et donc par conséquent, on attend qu'un plan communal de sauvegarde soit aussi actualisé tous les 5 ans, un peu après l'apparition du DDRM. Ok. Je crois que c'est bon pour les questions, donc on va pouvoir clôturer cette visio 1 heure pour tout savoir. Je vais joindre dans le chat le questionnaire de satisfaction de cette visio. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour le compléter et renseigner également des sujets qui vous intéresseraient à aborder pour le programme 2026 des prochaines visios. Donc,
c'est le lien SurveyMonkey que vous pouvez retrouver dans le chat. Si plus de questions, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bonne fin d'après-midi.